l'entrepont. Je ligote toujours mon voisin de droite. Ok, donc selon moi c'est parti. Ça va? Bah, très bien. Très bien. Bien. Bonjour. Ok. Tu veux qu'on fasse un petit tour de table pour nous présenter peut-être? Bah ouais, on va faire un petit tour de table. Déjà, on est avec la production Cheeky Boom à l'Entrepont, parce qu'ils sont en résidence accompagnée. C'est pas mal de le dire. On a aussi un invité un peu particulier qui est étudiant en danse, qui s'intéresse à l'histoire de la danse spécifiquement. Et Hugo, je vous laisse faire un tour de table. D'accord, donc je me présente, je suis Julie Desmet-Weaver et je suis aux côtés de Génie, autrice et réalisatrice d'expériences immersives et interactives. Donc moi c'est Eugénie Andrin, chorégraphe et autrice avec Julie de cette expérience. Ne vous précipitez pas. Moi c'est Joséphine, je suis danseuse contemporaine et voilà, dans le projet d'entrer dans la danse, dans le rôle de Enneline. La première femme à être emportée par la peste dansante. Clément, je suis Clément Altos et je m'occupe de la création musicale autour de la déformation et du remix de la danse macabre de Camille Saint-Saëns et de tout l'univers sound design. Voilà. Qu'on connaît très bien, allez voir les autres. Cyril, donc je suis danseur contemporain et c'est pas la première création avec Génie et Julie, donc je connais très bien les deux dames, ou demoiselles je vais dire. Et je suis le rôle de Jérôme, c'est-à-dire le mari de Attal, et mais je laisserai la discussion en parler. Bonjour, moi c'est Vincent, avec Nicolas qui n'est pas ici. Nous faisons partie d'Inlumine et on aide Julie sur plusieurs spectacles. Ça c'est la deuxième collaboration qu'on fait, voilà, qu'on espère aussi agréable que la première. Voilà, sur la recherche et le développement. Voilà, nous on fait de la recherche et développement sur les interactions en réalité mixte, avec notamment des caméras 3D pour la captation et du vidéo mapping pour l'actuation, c'est-à-dire percevoir le monde pour le mettre dans le virtuel et afficher le virtuel dans le monde réel. Et moi, donc, c'est Alessandro Carpegiani, je suis étudiant à l'université avec Eva. Et voilà, donc je m'occupe maintenant pour les mémoires de la danse au Moyen-Âge. C'est juste avant votre période, mais voilà, donc je suis là pour échanger avec vous. Avec plaisir. Vous vous connaissez tous, du coup, vous vous connaissiez pas forcément d'avant le projet? Non. Non. Certains oui. Voilà. Ouais. Certains oui. On connaissait alors Enneline, enfin Joséphine donc. On se connaissait pas, on l'a découverte sur internet. Hein. Ouais, c'est Julie d'ailleurs qui l'a découverte. Et puis j'ai trouvé une vidéo. Ouais, elle est fascinante. extraordinaire. Elle a une gestuelle, voilà, une identité propre, vraiment une signature chorégraphique qui est unique. Donc voilà, et une façon de bouger qui colle parfaitement au projet, où tout est déstructuré, dans le relâché beaucoup, elle est hyper laxe, donc ça, voilà, c'est une gestuelle qui coïncide parfaitement à notre projet. Ouais. Joséphine, tu le sens Ben oui, parce que effectivement, quand elles m'ont parlé du projet et qu'elles m'ont parlé du coup de l'épidémie dansante, oui, ça m'a tout de suite dit de par l'histoire en fait qu'il y avait à raconter derrière, parce que ouais, ça me parle bien. Je pense que ça a tout de suite résonné dans mon corps, quoi, le scénario, on va dire. Donc voilà, je pense que c'est bien trouvé. Ouais. Tout à fait. D'une semaine de résidence, on peut dire que ça marche bien. Et oui, ça fait une semaine qu'ils sont en résidence déjà. Ouais. Voilà, et puis on avait déjà travaillé avec Cyril sur des précédents projets, comme tu disais. Et après, avec Eugénie, on aime bien, on est fidèle aussi avec les personnes avec lesquelles on a déjà travaillé, surtout ça s'est bien passé. Donc on était ravis que tu nous rejoignes, c'est agréable. Et puis toi, Eugénie, aussi, tu as tous tes danseurs de ta compagnie. Mes habitués, mes habituels plutôt, parce qu'il s'agit surtout de Marie-Pierre Génovese et Jeanne Chaussat, avec lesquelles je travaille régulièrement. Et que je suis toujours heureuse de retrouver, qui sont maintenant indispensables, je pense. J'ai besoin de leur regard, j'ai besoin de leur retour pour me faire avancer. Et puis avec Clément, on s'est toujours suivis, plus ou moins, sur les mêmes scènes,
à quelques temps d'intervalle et voilà, il y avait un parcours un peu voilà dans la même trame et puis moi je connais du coup j'ai découvert son travail, il a découvert le mien et puis en tout cas moi j'ai toujours eu vraiment envie de travailler avec lui, connaissant ce qu'il faisait et voilà, du coup là l'opportunité s'est faite et je suis très heureuse donc qu'il fasse partie de cette aventure avec nous. C'est réciproque. Voilà, donc entrer dans la danse, on rentre un peu dans les détails, c'est ça pour Ouais, raconter un petit peu parlez-nous comment un tu veux peu de la création, de la narration, peut-être déjà pour poser le cadre. Voilà, moi j'aime bien raconter comment ça s'est passé en fait. C'est Eugénie la première qui m'a raconté cette histoire invraisemblable comme quoi en 1518 il y avait des gens qui s'étaient mis à danser nuit et jour sans jamais plus pouvoir s'arrêter. Je lui ai fait non, c'est pas vrai. Comme des malades. Elle m'a dit si, c'est vrai. Et là, tout d'un coup, nos corps et cœurs ont battu. Pour un chorégraphe, vous imaginez cette histoire comme elle peut être excitante, quoi. Voilà, donc ça nous était vraiment resté en tête. Et puis en 2018, quand Jean Telet a sorti son roman Entrer dans la danse, on s'est précipité pour le lire. Et voilà, on a tout de suite eu envie d'imaginer un projet autour de cette thématique. Et c'est vrai que moi, ayant précédemment travaillé autour d'expériences immersives, interactives, j'avais cette idée de proposer un format autre que le spectacle vivant. Donc c'est vrai que l'idée c'est d'inviter donc les spectateurs à pénétrer à l'intérieur d'une structure faite d'écrans qui se font face, qui plongent le spectateur dans un univers immersif. Et ils vont être invités à suivre un ballet chorégraphique qu'on vous détaillera un petit peu avec Eugénie tout à l'heure. Et à un moment précis de la narration, les spectateurs eux-mêmes vont être impliqués sur la fresque narrative et selon leurs mouvements, ils vont pouvoir modifier en temps réel l'univers visuel et sonore projeté tout autour d'eux. Donc pour entrer parce que avant tout c'est une histoire, donc pour entrer plus en détail dans l'histoire, Eugénie, tu veux nous raconter l'histoire? Par contre, vous en aviez parlé en 2017 et Jean Telet a sorti son roman en 2018. On le savait avant. Ah, Ouais, non, mais en fait, on l'avait vu dans Le Monde, en fait. Il y avait un fait divers, juste un petit encart tout petit dans le journal Le Monde. Et Jean Telet n'avait pas encore sorti son livre, effectivement. Et je suis sûre qu'il a lu le même encart et que ça lui a donné des... Après, il a fait beaucoup d'enquêtes, je crois qu'il a fait oui, après, tout ça. oui, Lui, il fait est monté toujours à Strasbourg et tout. Voilà, il fait toujours des recherches historiques pour tous ses livres, d'ailleurs. Donc effectivement, après, je pense que... Mais c'est vrai que c'est inspirant, quoi. Et tout le monde trouve ça fascinant comme histoire. C'est vrai que c'est... Et puis ça fait tellement écho à notre actualité aussi, cette épidémie dansante. C'était un peu aussi... on l'a pas sorti au même moment. Mais on avait l'idée avant l'épidémie. Oui, mais c'est du coup, ça. tout le monde dit « Waouh, mais magnifique par rapport à ce qu'on vit actuellement. » Mais en fait, c'était... Voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça résonne différemment. ouais, complètement. Ouais, je me souviens que vous aviez parlé avec Valérie, Oui. juin là, à l'entrepont d'ailleurs. Oui, tout Ouais, à fait. Oui, c'était on bien avait fait. fait une présentation, ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment à l'entrepont qu'on a fait nos premières écritures Ouais, finalement, l'écriture, parce oui, on s'était pris un studio toutes les deux et puis on On a avait écrit le commencé. scénario de l'histoire. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas un scénario qu'on écrit, je pense, vraiment assis autour d'une table comme ça. C'est vraiment un scénario qu'on imagine en 3D. Et là, je trouve, c'est ça. Moi, je me rappelle que j'ai tout d'un coup dansé dans le studio avec mon petit iPhone. On était en train de s'auto-filmer. Du coup, c'est vrai que c'est des scénarios qu'on imagine en images, quoi. Vous nous racontez un peu l'histoire peut-être du coup. Avec plaisir. Alors, donc voilà, donc on s'est inspiré donc de ce fait divers en 1518 où la population donc de la ville de Strasbourg était dans une détresse totale. Il y avait la canicule, il y avait des menaces d'épidémie, de guerre, une pauvreté, une misère. Et je pense que ce stress collectif, on ne sait pas encore vraiment pourquoi et quelle est la raison. Certains disent que c'est dans l'ergot de sel de la bière qu'ils buvaient. On ne sait pas vraiment pourquoi. On dit que c'est le climat anxiogène qui a poussé les gens à danser. Mais voilà, il y a une femme qui s'est mise à danser, qui est sortie dans la rue, qui s'est mise à danser, qui a été suivie par des centaines d'autres personnes et qui ont dansé pendant des semaines. Donc parfois certains disent jusqu'à la mort, d'autres non. Je crois que ça a été un peu exagéré, mais bon, en tout cas c'est réel. Et donc l'histoire là, c'est qu'on va suivre donc le parcours de la première femme qui s'est mise à danser, qui est donc Joséphine, et à travers le regard de son mari qui va essayer de l'empêcher de danser, le public, le spectateur va être plongé au cœur de cette folie dansante qui va se répandre sur les écrans à 360 degrés autour de nous. Parce que c'est un dispositif, en fait c'est une installation, ce que je dis c'est que c'est une attraction chorégraphique en fait,
n'est pas à la fête foraine, on n'est pas à Disney, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très ludique. Et donc voilà, c'est des écrans à 360 autour de nous, et voilà, le public est vraiment plongé au cœur de la danse, jusqu'à ce que lui-même soit incité, comme le disait Julie, à danser lui-même par l'interactivité que va nous créer Vincent. Et Nicolas. Et Nicolas. Et vous allez faire des petits rappels historiques ou de narration dans ce dispositif, ou non, c'est juste pour vous inspirer là? Si, c'est vraiment une histoire au départ. Hein. C'est Ouais. vraiment donc Anne-Lynne, cette première femme qui est emportée par la peste dansante, qui est prise de folie, qui s'en va circuler dans la ville, etc. Et Melchior qui la suit pas à pas et qui tente de la sauver. Et donc avec Eugénie, on a imaginé, c'est une expérience qui va durer 20-25 minutes. Avec Eugénie, on a imaginé 10 séquences. Donc ça veut dire 10 tableaux visuels et sonores et 10 tableaux chorégraphiques finalement. Si ce n'est que dans ces 10 tableaux chorégraphiques, il y a aussi 2 grandes scènes qui vont être jouées, enfin pas particulièrement grandes d'ailleurs, mais 2 scènes qui vont être jouées par des comédiens, par des acteurs, puisque dans ce projet, il y a aussi un peu la mise en scène du récit sociétal de tous ces corps dansants en masse comme des fous dans l'espace public, et comment tout d'un coup les pouvoirs, c'est-à-dire le maire, le bourgmestre, qui se trouve face à sa ville en feu, enfin en feu mais en folie en tout cas, en feu de folie, avec les médecins qui sont complètement dépassés en disant c'est pas ce que c'est de faire des autopsies, etc. Lui il a l'air d'aller mieux, ah non en fait il est mort, voilà des petites anecdotes comme ça, et puis les religieux qui se disent mais ils sont complètement possédés, c'est quoi cette folie, etc. Et puis il y a un conseiller qui arrive et qui dit mais peut-être qu'en fait ils sont juste extrêmement malheureux, peut-être qu'en fait ils n'ont pas les mots pour exprimer leur détresse, et que le corps c'est comme finalement l'instinct absolu, et que c'est le corps qui se révèle vraiment, et voilà, et qu'il faut apprendre à les écouter. Et le bourgmestre va donc faire venir un orchestre sur la place, et en espérant que du coup les corps vont petit à petit se calmer et retrouver paix et harmonie. Pour donner un semblant de normalité en fait. On a des gens qui dansent, on leur met un orchestre, tout est normal, il n'y a plus de problème. Mais bon, il y en a de plus en plus qui se sont mis à danser, et voilà, l'effet a été plutôt inverse. Et tout ça, c'est... Ouais. Non, mais j'avais une curiosité, mais est-ce qu'il vraiment il y a eu l'orchestre qui est venu? Ouais, pour de vrai. Et est-ce qu'il est vraiment c'est pour mettre de l'harmonie? Parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup ça. La danse, elle était acceptable quand elle est rentrée dans une harmonie musicale avant tout, qui est le reflet de l'harmonie du mouvement du monde. Et à l'époque, donc, pour faire de la danse acceptable d'un point de vue moral, et qui est une vision morale, bien sûr, des religieux, mais aussi de tout le monde, parce qu'à l'époque, toute la culture, toute la société, elle était vraiment nourrie par l'aspect religieux. Et voilà, donc l'aspect religieux est rentré aussi dans l'aspect artistique, et conditionné aussi cet effet qu'il fallait faire une danse acceptable. Et pour être acceptable, il fallait qu'elle soit en harmonie avec la musique et donc avec l'univers. Voilà. Ah bah oui, ça fait tout à fait écho à tout ça, ouais, bien sûr. C'est très intéressant. Est-ce que ça a vraiment changé cette considération? Je veux dire, c'est pas des toughers moyenâgeux plutôt? Oui. D'ailleurs, en parlant de teuf, c'est vrai que nous, on s'est inspiré de la danse macabre de Camille Saint-Saëns, mais l'idée, c'était quand même pour la musique, hein, pour accompagner du coup l'expérience, mais c'est vrai que l'idée, c'était de proposer une revisite en y mettant des sonorités plus modernes, voire électro, et c'est un peu tout le travail que tu as commencé à faire, Tout à fait. Clément. Oui, de prendre en fait le déroulé de toute l'histoire qui s'invente, et puis de le mettre en adéquation avec la danse macabre elle-même, en redécoupant toute l'œuvre pour coller avec ces situations, et puis rajouter toute une proposition à base donc soit de sound design, soit de sons additionnels pour venir emmener vers des sonorités plus modernes, mais finalement c'est un peu, moi je travaille un peu, c'est le fait de travailler aussi maintenant sur différents styles musicaux. Je le vois plus du tout, je vois pas de différence en fait. Je me dis, est-ce que je vais utiliser un violon pour jouer ça, ou est-ce que je vais utiliser un synthé? Pour moi c'est pas une différence, c'est une différence dans ce que ça véhicule, mais pas dans l'outil en lui-même. Donc ça transmet d'une autre manière, ça remplit le son, le spectre sonore d'une autre manière, mais finalement c'est-à-dire qu'un violon pourrait véhiculer les mêmes choses qu'un synthé, mais c'est pas lié à l'instrument, c'est lié à la manière dont on l'utilise.
Voilà. Et du coup, pour moi, je prends ça comme de la matière. Et donc, c'est amusant de la déformer, de la triturer pour l'emmener là où on veut. Donc là, c'est intéressant pour moi aussi de suivre le processus de création en voyant comment, parce que je me suis projeté forcément les idées, on a beaucoup échangé avec Eugénie sur ce qu'elle voyait en danse. Mais l'idée que je m'en fais de ce qu'elle me décrit, étant pas danseur moi-même, en ayant que des codes qui sont par projection, mais par fantasme plutôt que par quelque chose de vraiment anticipant la réalité, ça m'intéresse de voir le processus pour donner plus de matière à tout ça et voir comment ça coïncide. Parce qu'après, entre ce qu'on projette et ce qu'on voit dans la réalité des faits, il y a quand même encore un écart, même si on essaie d'anticiper des choses, quoi. Ça me semble pas possible de tout anticiper. Non, c'est pas possible. C'est génial de t'avoir avec nous tout le temps. C'est hyper précieux. De travailler la musique en même temps que la matière chorégraphique, le spectacle, parce que c'est là, le luxe. Les deux avancent en même temps, au final. Ouais. Et puis on a les retours aussi. Hein. On fait des allers-retours, quoi, forcément, parce que après c'était intéressant. Moi, du coup, j'arrive tard dans le projet, c'est-à-dire que justement, elles ont déjà fait tout un travail d'écriture dessus que je prends, qui va nourrir moi mon imaginaire. Je vais dire, moi, je vais prendre des raccourcis sonores en fait, qui sont, moi, tu me dis ça, tiens, je te propose ça. Et du coup, ça fait évoluer aussi d'un autre côté. Donc, par aller-retour, en fait, on a forcément une influence les uns sur les autres. On construit de nouveaux maillons, oui. En fait, ces expériences immersives, interactives, c'est ça qui est absolument génial. Hein. C'est que, en fait, chacun vient avec son expertise et en fait, on n'arrête pas de faire des allers-retours. Donc, c'est hyper riche et vraiment, ça tire le projet vers le haut, quoi. Et c'est vrai que ce qu'on a pu expérimenter avec Vincent et Nicolas sur les précédents projets, des fois la technique impose certaines contraintes qui vont finalement faire évoluer le projet global avec des dimensions auxquelles moi j'avais pas du tout pensé, parce qu'il me dit ça va pas être possible, alors je fais bon d'accord, on essaie de réfléchir ensemble à des solutions et ces allers-retours ils sont hyper forts et enrichissants, quoi. Et d'ailleurs ça me fait rebondir sur l'aspect on peut parler un peu du développement des interactions. Puisque du coup, la contrainte qu'on avait donnée avec Eugénie, qu'on avait donnée à Nicolas et Vincent, c'était qu'on avait cette idée, à un moment donné, que les spectateurs puissent eux-mêmes être impliqués dans la danse, et selon qu'ils tapent du pied, ondulent du bassin ou lèvent les bras, qu'ils puissent animer devant eux une sorte de bestiaire médiéval fantastique revisité. Voilà la contrainte qu'on lui avait donnée. Alors, qu'est-ce que tu en as fait ? On a fait une première partie l'année dernière. Alors, nous, on a une façon de travailler qui commence par d'abord lever les incertitudes. C'est-à-dire, on se dit, de manière générale, on s'est construit une boîte d'outils avec Nicolas qu'on arrange comme des Legos suivant les besoins des interactions. Et là, on s'est... pardon, quand tu m'as parlé de... Tu veux une petite chips peut-être? Non, mais c'est ça. Vous préparez tous les outils pour qu'après vous puissiez capter. Les arranger, ouais. On s'est vraiment posé la question de comment on va pouvoir faire ça. Donc on a pris une première phase pour enlever les incertitudes, où on a essayé de voir quel mouvement on pouvait détecter avec les pieds, avec les bras. En gros, on a des contraintes techniques de réalisation qu'on va vouloir d'abord explorer. Et puis après, une fois qu'on a ça, on développe plusieurs idées. Et puis après, il y a aussi une partie où on enlève et on épure éventuellement les idées. Le but étant que il y a une ligne qu'on veut pas franchir, c'est la gadgetisation. C'est-à-dire l'expérience interactive, c'est quelque chose de nouveau. Et du coup, il y a un effet de mode qui est évident et qui fait qu'on a tendance à vouloir faire le truc pour l'effet. Et c'est dommage que de réduire une belle histoire à une série de gadgets. Du coup, on prend un peu de temps aussi pour essayer de faire que ce soit pas juste une réalisation technique pour la réalisation technique. Voilà. Du coup, tu les limites, les gadgets ou les... Non, ça va dépendre, mais ça nous est arrivé de développer, par exemple, sur le projet précédent, qui était une adaptation de L'écume des jours de Boris Vian, on a dû faire un piano jazz et on a passé des heures avec un jazzman à essayer d'écrire de manière informatique les règles du jazz, sachant que
Le jazz décrit par un musicien et les instructions reçues par un ordinateur, c'est deux domaines totalement différents. C'est assez amusant d'être au milieu d'ailleurs. Mais à un moment, on a dû enlever des briques, par exemple, rythmer ce que les spectateurs faisaient comme interaction dans un rythme un peu sautillant type jazz sur des 6e ou 12e de ton. On avait trouvé que techniquement c'était merveilleux, ça faisait un jazz beaucoup plus propre à partir de ce que les gens improvisaient. Mais par contre, au feeling, au moment où tu es en train de jouer au piano, si on change ta rythmique, ça veut dire qu'on change le moment où tu appuies sur tes touches. Or, un des gros points de ces expériences interactives qu'on s'était fatigué à faire, c'est l'immédiateté, la faible latence. Tu appuies sur une touche, la touche elle s'appuie tout de suite. Tu balayes sur le clavier, ça se balaye tout de suite. Il faut que ce soit intuitif. Il ne faut pas que tu te dises, tiens, c'est un dispositif avec des caméras. Non, c'est un piano, tu appuies, c'est un piano. Et du coup, le fait de changer la rythmique faisait que quand on faisait une séquence de notes, elle était réinterprétée et légèrement décalée. Et toute la perception de l'immédiateté et du rapport charnel à l'instrument, elle disparaissait à cause de ça. Du coup, on avait passé des heures à bosser là-dessus, puis on l'a enlevé, parce que ça n'avait pas de sens. Ben exactement, moi je dis c'est vraiment alors je connais pas tous les développeurs, je ne connais que, mais c'est vrai que quand ils codent, en tout cas moi j'ai toujours l'impression qu'ils me racontent une histoire. Je comprends rien du code, mais au final il va y avoir un lien avec l'histoire. Et ça c'est pour moi c'est vraiment le spectacle. C'est pour ça que j'adore en fait l'interactivité, c'est le spectacle complet, c'est tout d'un coup science et littérature qui se rencontrent pour créer une expérience qu'on espère ludique et nouvelle, enrichissante en tout cas, quoi. C'est ça. Et après, c'est encore hyper intéressant sur cette réalisation parce qu'on est à un stade là aujourd'hui où tout est encore à faire et on avance, on lance des pistes un peu à gauche, à droite. Et on avance à tâtons sur tous les points, sur la chorégraphie, vous avancez en parallèle et nous on prépare la suite logicielle. On connaît pas encore le sexe du bébé en fait. C'est marrant. Ouais, ce sera hybride. Mais quelle lettre de la phrase. Mais c'est vrai que avec Eugénie, sur c'est plein d'enjeux parce que pareil, il faut que ce soit à la fois intuitif pour les spectateurs de rentrer dans le mouvement, il faut que ça fasse du sens avec l'histoire et avec le code et l'interaction qui va être développée, et puis il faut que ça fasse du sens avec la chorégraphie aussi. Donc ces canevas aussi, ça va les canevas, c'est pas ce qu'il y a de plus facile en fait pour les danseurs parce qu'on a beaucoup de contraintes effectivement. Il faut que ce soit dansant. Pour inciter le public à danser. Il faut que ce soit progressif parce que l'image va se transformer en fonction du mouvement. Donc ça doit commencer petit et en fonction de si le spectateur parvient à bien reproduire le mouvement, l'avatar qui sera en face de lui va se transformer et devenir quelque chose de plus magique. Donc, et aussi le gros problème qu'on a au niveau du mouvement, c'est qu'il faut que ce soit latéral pour être capté par des capteurs. Tout ce qui est frontal fonctionne moins bien, je pense. Donc ça, c'est à voir. On doit travailler ça très prochainement, demain justement. Mais nous, on est partis. C'est un peu tous les jours, mais on est parti sur des trucs côté qui, du coup, c'est dur de trouver quelque chose de. Enfin, il y a toujours un problème. Donc c'est dur d'allier ces trois contraintes pour faire quelque chose de sympa. Qu'on ait ce podcast, parce que voilà, on va en parler. On va peut-être épargner les spectateurs, les auditeurs sur le de la partie. Et après, c'est vrai qu'après avoir abordé tout ce côté, la littérature, la démarche, l'histoire, la chorégraphie, la technique, tout ça, en fait, le cœur, je pense qu'on est tous unanimes là-dessus, avec Eugénie, c'est l'organique. Enfin, pour moi, c'est le corps. Et c'est vrai que d'avoir des danseurs comme toute l'équipe en fait. Mais là, c'est magnifique. C'est vraiment un vrai bonheur parce que c'est plein de propositions, c'est hyper généreux. Enfin, ça fait longtemps qu'on travaille sur le projet et du coup, oui, c'est ça aussi. De voir en vrai ce qu'on avait dans la tête en ce moment, c'est magnifique. Là, franchement, on vit un rêve. Surtout qu'on n'est pas déçus. On a des super danseurs. Mais vraiment, je dis pas ça pour leur faire plaisir parce qu'ils sont là. On va attendre un peu la balle pour savoir ils sont plein de propositions parce que ce qui est important aussi, c'est de les prendre pour ce qu'ils sont. Parce que ces gens qui se sont mis à danser dans la rue ont dansé instinctivement. Ouais. C'est des gens comme vous et moi, enfin voilà, moi je suis danseuse, ça marche pas. Mais bref, c'est des gens qui se sont mis à danser instinctivement et il faut pas de... Salut Fred.
Donc voilà, il ne faut pas de code, il ne faut pas de corps qui soit déjà construit de façon académique ou de n'importe quelle façon. Donc c'est vrai que je leur demande beaucoup, et moi je travaille rarement comme ça, mais de travailler sur leur propre danse, sur leur d'improviser. D'ailleurs, c'est pas trop compliqué pour vous parce que vous avez quand même une certaine technique, vous êtes déjà dans... Là, il s'agit de revenir peut-être à quelque chose de plus neutre, à un sentier interne qu'il faut laisser parler, écouter en déconstruisant certaines formes. Ça dépend en fait de comment on aborde le projet. Effectivement, Eugénie, lorsqu'elle m'a contacté, elle m'a plus ou moins briefé sur le travail qui était à faire. Et généralement, on a quand même un peu ça dépend des types de danseurs. Effectivement, si on est un danseur classique qui a toujours travaillé, je ne vais pas rentrer dans les clichés, ça serait un peu facile, mais uniquement dans des compagnies où il y a un répertoire, où c'est écrit, effectivement, c'est plus difficile de trouver quelque chose, puisque toute sa trame chorégraphique a été faite sur quelque chose de codifié. Donc il y a de fortes chances qu'il rentre dans quelque chose de codifié, et pour lâcher prise et arriver à quelque chose de personnel, il faut un chemin. Mais ça ne veut pas dire que les danseurs contemporains n'ont pas aussi cette problématique, hein. Mais comme le travail de la danse contemporaine amène quand même beaucoup d'improvisation, énormément, ce qu'il n'y a pas, et de recherche, il y a automatiquement une part de personnalité qui s'installe dans le mouvement. Et je ne vais pas dire que c'est plus abordable quand on est danseur contemporain, ce serait rentrer dans des clichés, tout est possible, il n'y a pas de limite. Toutefois, je pense qu'on a une porte d'entrée plus facile pour faire jaillir quelque chose de soi, on va dire, ouais. se dévoiler, ce qui n'est pas toujours facile, et d'être accepté comme on est. Vous travaillez l'improvisation, du coup, beaucoup Oui, c'est beaucoup. Après, je les guide, mais c'est vrai que oui, il y a une grande part d'improvisation. Oui, après, voilà, on cherche un mouvement un peu déstructuré. Donc, sur des farandoles, on va faire un travail sur les farandoles. Donc, je leur mets des images. Là, on a beaucoup travaillé sur l'image, vous savez, dans les danses macabres. Il y avait ces représentations de squelettes qui dansaient de façon très latérale, comme ça, où ils étaient tout démembrés, tout désaxés, sortis de leur axe. Donc, je leur ai dit, voilà, imaginez... Tout ce que vous faites, il faut que ce soit sorti de votre axe. En même temps, vous pouvez faire des accents. Après, on travaille aussi sur les vitesses, tout ça. Sur est-ce qu'on se tient les mains, est-ce qu'on ne se les tient pas, est-ce qu'on danse en contact. Et voilà, on évolue comme ça. Après, on a beaucoup travaillé sur la contamination du mouvement qui était primordial là, parce que le virus se propage d'un corps à un autre. Donc ça a été aussi une grande étape de travail. On a trouvé plein de façons donc, de rentrer en mouvement, parce que ça nous inquiétait beaucoup. Mais comment ils vont rentrer en mouvement ? Parce qu'il faut que ce soit quand même... pas naturel, mais voilà, faut pas que alors il y a plein de façons différentes de se contaminer les uns les autres, et voilà, après ils sont beaucoup dans la proposition, après nous on les reguide, on réajuste, mais il y a beaucoup d'eux dans cette chorégraphie. Ouais. Oui, parce que moi ce qui me semble le plus compliqué du coup en tant qu'interprète, c'est d'écouter son sentier interne, cette espèce d'infradanse sans se laisser imprégner par certaines représentations que peut-être la narration ou les images qu'on donne peuvent susciter par moments. C'est pour ça qu'il y a une chorégraphe. Oui. C'est-à-dire à un moment, il y a un regard aussi, extérieur. ouais. Donc la proposition peut jaillir et nous, elle nous semble cohérente. Et à un moment, il y a un équilibre, il y a un travail toute une partie, un regard extérieur qui est là pour, c'est-à-dire laisser jaillir, mais en même temps savoir à un moment comment ça va s'harmoniser dans le groupe. Donc d'où le mot chorégraphe peut-être avec simplicité. Et ça ne veut pas dire que on va se sentir blessé. On sait très bien, c'est ce qui est important, c'est que on mène un projet commun. Donc si on garde cet esprit de projet commun, on arrive à faire partie dans son intégrité et dans son soi, dans ce projet commun. Après, on aime les artistes. Hein. Oui, après, ça aurait aucun sens d'arriver avec une phrase toute préparée et de leur imposer cette phrase, alors que eux, de leur mouvement même, leur mouvement est magnifique. Justement, c'est chacun de très bons danseurs. Donc, ça aurait été dommage de gommer ce qu'ils sont et leur personnalité. Donc, voilà, c'est pour ça que même s'ils sont guidés, je veux que leur personnalité ressorte dans chacun de leurs mouvements. Par contre, il y a des moments aussi qui sont très construits. Enfin, un moment surtout.
qui est très construit, où là effectivement du coup là ils font des trucs de fou, et là franchement c'est pas difficile, mais là on est obligé de caler tout le monde en même temps, et ça demande du coup un peu plus de travail, de construction quoi. Mais voilà, c'est le seul moment qui sera du coup, qui prendra du coup d'autant plus de valeur. Ouais, exactement, ce sera plus mis en valeur, alors que le reste du temps on est tous en train de bouger chacun à notre sauce, et là d'un coup l'unisson il va vraiment prendre sa puissance quoi. Et c'est beau, mais en plus c'est un équilibre pas évident, parce que d'expérience, les spectacles interactifs peuvent être merveilleux. Le public qui a l'habitude n'est pas encore habitué au spectacle interactif, et il y a toute une éducation à faire, toute une habitude à prendre, parce que c'est un nouveau médium. Et la question qui se pose et qui s'est posée dans les précédentes réalisations, c'est comment pousser les gens à interagir. Parce que d'habitude, on est dans la position de la personne qui consomme un produit et pas de la personne qui produit. Et on a presque une société qui sanctionne la personne qui produit si elle ne produit pas ce qui est conforme. Et la danse, le mouvement du corps, le corps devant l'image des autres, il me semble que c'est exactement ça, quoi. Enfin, si mes souvenirs de collège et d'école primaire dans les booms sont funestes. L'idée de la pousser les gens à danser dans cette situation, si vous avez une chorégraphie, et là aussi la question à se poser de est-ce que on donne une chorégraphie qui invite les gens à venir s'amuser avec nous, qui les met à l'aise, qui les met dans une liberté d'expression, ou est-ce qu'on les impressionne par un acte de danse merveilleux, mais qui ne pourront jamais suivre, sachant qu'ils vont devoir suivre, et qu'on ne peut pas les forcer. Ouais, c'est ça, on voulait qu'il y ait comme un enfant qui se regarde dans le miroir, hein, il a envie de bouger, et du coup l'action de bouger va déclencher un effet qui va l'inviter à rentrer de plus en plus dans le mouvement, avec le regard d'Eugénie aussi, pour que le mouvement soit artistiquement, chorégraphiquement aussi poussé dans un sens, pour que ça fasse du sens aussi avec le vocabulaire artistique qui a été développé. Et puis un autre sujet aussi à aborder dans ce projet-là, c'est comment filmer la danse, parce qu'effectivement on est sur deux panneaux de 12 mètres qui se font face, qui seront projetés tout autour. Mais il va falloir qu'on organise en fait le mouvement dans cet espace-là. Donc ça va pas forcément être que des plans d'ensemble tout le long. Donc on est accompagné aussi par Claire Allante qui va créer les décors virtuels qui vont permettre de placer du coup les danseurs à l'intérieur de ces décors. Ces décors, on les a dessinés, imaginés avec Eugénie. Maintenant ils vont être créés de façon d'abord virtuelle, hein, comme une sorte de mood board, de storyboard. Et c'est vrai que contrairement au projet qu'on a pu faire auparavant, on va avoir l'opportunité cette fois-ci de créer ce storyboard à l'intérieur d'un casque de réalité virtuelle. Ce qui est assez génial finalement, parce que on peut faire une sorte de mise en scène directement avec des modules de danseurs, des modules de décors qu'on va pouvoir organiser dans l'espace. Mais c'est vrai que j'ai lu beaucoup sur comment filmer la danse. Je n'ai pas toutes les solutions, mais si ce n'est qu'il faut beaucoup parler avec, justement, échanger avec la chorégraphe, avec Eugénie, parce que il y a peut-être souvent quand on filme un spectacle, il y a des gros plans et on se dit mais pourquoi ils ont pas pris le corps entier? Et du coup voilà, je pense que si on doit faire des gros plans sur un mouvement, on a la chance de pouvoir nous décider de où on veut que le regard du public soit. Voilà. On a ce pouvoir, donc on va en profiter. Donc c'est hyper intéressant dans les travaux qu'on fait ici à l'entrepont de se rendre compte parce qu'on s'est dit qu'on va faire un gros plan sur la contamination, on savait pas sur quel geste. Et là, en fait, il commence à se dessiner grâce à vous tous, au travail de tout le monde, un certain vocabulaire qui permet d'orienter aussi comment on va filmer tout ça. Aussi des corps qui sont vus de haut, qui se répandent dans la ville, des contre-plongées, des différents rapports de plans où le public a aussi la sensation au moment de se trouver carrément à l'intérieur de la bourrée, la danse, la bourrée. Et voilà, c'est hyper intéressant, quoi. Oui, tout est vraiment en retour, en lien et en résonance constamment, quoi. Oui, sans cesse en train de faire des allers-retours. Toi, tu fais sens par rapport au mouvement, mais le mouvement aussi se cale par rapport à toi. Quand vous écoutez un espèce de senti interne, mais qu'en même temps, vous êtes redirigé sur un espèce de lexique que vous créez ensemble, quand en même temps, vous pensez au film qui doit prendre en compte ce lexique et
Oui, là en ce moment, Si c'est on vrai doit que faire tout un est ouvert. organigramme, chiou. C'est plein de... Mais là, on lance plein de pistes. On lance plein de pistes et voilà, tout est ouvert, c'est en chantier. Et puis après, on va resserrer tout ça, quoi. Mais c'est vrai que... Et aussi, nous nous découvrons. Oui. Nous nous découvrons dans l'absolu déjà en tant que danseurs. On ne se connaissait pas avec Joséphine, Marius, Jeanne. Dans l'ensemble, tous les danseurs, je ne les connaissais pas. Et découvrir des corps, mais aussi découvrir des qualités de mouvement, c'est toujours enrichissant parce que on est un peu contaminé, pour faire un jeu de mots. Et très vite, on participe, c'est la nature humaine. Alors après, ça dépend peut-être aussi des caractères, mais on a envie de partager quelque chose. Donc quand bien même, ce qui va être inné aussi sera un inné commun. Donc ça va venir de soi, mais en soi-même, on sera relié. Je serai relié à Joséphine, Enneline. Mais aujourd'hui, par exemple, tout le travail de Marius, de suite, à un moment, je me suis dit, c'est super, il gravite, il va sur le sol, il évolue, on dirait un insecte qui se déplace très rapidement dans l'espace et assez troublant. Et donc, il donne une autre couleur, une autre dynamique. Et ça, tout de suite, on est contaminé. Voilà. Donc, il y a cette sorte de fraîcheur permanente, peut-être du fait du casting. Donc, merci à Eugénie, sans lui envoyer des fleurs là maintenant, mais c'est vrai que c'est bien parce que on découvre des gens bienveillants et en même temps des gens qui amènent des choses qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on n'aborde pas directement. Je ne bougerai jamais comme bouge Joséphine. Toutefois, dès que l'on a travaillé ensemble, j'ai eu cette petite voix qui me disait « Allez, vas-y, fais comme elle, lance-toi ». Voilà, c'est un grand plaisir. Ouais, et puis en plus, moi, ce qui me touche beaucoup dans vos interprétations, c'est que vous êtes danseur, certes, mais vous jouez la comédie aussi, quoi. Et c'est vrai que c'est des projets, il ne s'agit pas de faire un film de danse, enfin, c'est un film de danse, mais c'est aussi un film, en fait, c'est une histoire. Et du coup... c'est vrai que là, on n'a pas encore complètement fini de travailler sur cette direction-là, mais c'est vrai que dès le début, je vous disais, mais soyez dans le souffle, soyez dans la voix, soyez dans une certaine réalité qu'on pourra faire exister. Pareil, on en parlait déjà avec Clément, d'intégrer des bruitages dans la bande-son, ce qui était d'ailleurs un peu compliqué, parce que du coup, on te faisait déjà faire du bruitage alors que tu n'avais pas encore les corps. Pareil, on fait des choses un peu qui vont se rajuster, mais ça permet de donner des ouvertures pour explorer des oui, choses pour sur entendre le terrain. déjà ce que ça donne. Voilà. Après, c'est vrai qu'avec la musique, il y a un peu ce principe, c'est qu'on ne peut pas vraiment parler théoriquement de la musique, quoi. La musique, elle a besoin d'être entendue, et les choses qu'on essaie d'anticiper, elles se vérifient dans une immédiateté totale, quoi. C'est-à-dire que vraiment, dès qu'on entend, on se dit « Ah ben non, ça marche pas », ou « ça marche ». Et donc, les trucs qui matchent, comme rajouter de l'organique dessus, bah ça, voilà, dès que j'ai essayé de mettre un peu des choses comme ça, je voyais que ça allait très bien ensemble, quoi. Et après, le tout, c'est d'emmener, c'est pareil, travailler avec de la musique classique et d'essayer de l'emmener vers l'électro, c'est aussi un truc qui peut paraître une sorte de petite contradiction, quelque chose d'un peu putassier dans le rapport de forcer une sorte d'anachronisme qui est juste une modernisation. Mais c'est ce que je disais, quand on travaille avec des sons électroniques comme si c'était de la musique classique, en fait, on fait que étoffer un son et puis le travailler différemment, sans être en train de l'emmener ailleurs. J'ai pas l'impression d'être en train d'emmener la musique ailleurs, en fait. J'ai l'impression de l'emmener exactement là où elle est, en m'amusant avec des impacts de fréquences que la musique classique, par les instruments qu'elle utilise, ne peut pas produire. Et donc il y a une pression acoustique qui est telle dans les musiques électroniques qui crée justement le côté très dance floor. C'est que s'il y avait un percu d'orchestre qui essayait de se mettre devant une foule pour animer une soirée, ça ne marcherait juste pas, parce que aussi gros que soit son tambour, la frappe de son tambour ne pourrait pas permettre de créer une pulsation à la hauteur de la pression acoustique générée par des kicks électroniques. Mais c'est juste la déformation. Après, si, ça pourrait être fait si on utilisait des instruments, des compresseurs, des choses qui viendraient déformer le son de son tambour, et on pourrait avoir l'impression que c'est lui qui le génère, mais en fait non, c'est dans tout le chaînage après de la diffusion du son qu'on vient créer ça de manière artificielle. Et c'est juste pour... Ouais.
Ouais, de toute façon, ce n'est que ça, des allers-retours sur des symboliques, des sonorités. Camille Saint-Saëns, c'est pas médiéval, mais je veux dire d'univers médiéval, etc. Et d'essayer de les. Il y a déjà tout dedans, quoi. En voilà. fait, de toute façon, on était d'accord là-dessus. Ça partait aussi d'un truc, d'un coup de foot que vous aviez. Enfin, moi, Ouais, voilà, après, ça j'imagine, s'impose de soi devant cette musique qui colle juste parfaitement. Mais quoi. ça collait à l'histoire totalement. Et Comme ça se calmait, il fallait que ça se calme. Ouais, c'est ça. C'était vraiment. Aussi, on a l'histoire écrit était aussi avec racontée cette dans musique, la hein. musique. Ouais, mais c'était vraiment construit. c'est vrai Quoi. que ça Ça m'a dicté juste. Et il y a plus qu'à en fait à l'utiliser, c'est que le format de la musique, bon, il est d'à peu près 7 minutes, quelque chose dans ce goût-là, et l'expérience immersive va être de plus d'une vingtaine de minutes, autour de 20 minutes. Donc fatalement, il y a tout un travail, on va dire, qui doit coller au format aussi de l'expérience, qui est différent et qui doit prendre le temps en fait de créer des ambiances. Alors là, on vit encore autre chose, parce que du coup, on cherche, et donc dans le format qui nous amène à la résidence qui est ici, on est dans un format vivant. Alors c'est encore un format totalement différent, c'est qu'on est dans des formats qui sont encore plus étirés, où on se dit, mais pour que le mouvement commence à exister et pour que la musique commence à fonctionner, il faut les tirer à mort, parce qu'on peut pas juste être dans l'efficacité qui pourra être faite grâce aux médias de vidéo Et qu'on pourra démultiplier le mouvement, qu'on peut démultiplier dans l'espace autant de fois qu'on veut. C'est vrai qu'on a des séquences qui durent 8 minutes d'impro, mais on n'en prendra qu'une, quoi. Donc, ça, faudra qu'on bosse. Et c'est vrai que pour revenir sur les symboliques et tout du Moyen-Âge, pour aussi donner la parole à Alexandro, c'est vrai que même quand on a commencé à réfléchir sur les installations, moi, ça m'avait fait écho un peu les estrades, les mystères, où en fait on a installé ces grandes estrades dans la ville. Alors c'était immense, hein, je crois, je me trompe, c'était à peu près, voilà, et puis ça restait plusieurs semaines, et voilà, il y avait souvent des petites scènes liturgiques, c'est ça? Oui, il y avait les mystères. Après, ça aussi, c'est très intéressant parce que ça varie d'époque en époque, d'endroit aussi. Et il y avait des drames liturgiques qui étaient faits pour mettre en drame, en dramaturgie, des petits moments de la vie des saints ou de la vie de Jésus ou des Maries, etc. Et donc, c'était comme des petites scènes théâtrales qu'on faisait, mais voilà, après ça prenait la forme en fonction aussi de l'endroit, du moment, parce qu'en hiver c'est différent de quand on le fait en été, j'imagine. Et par contre, retrouver les détails de tout ça, c'est un peu difficile pour nous aujourd'hui, mais c'est très intéressant comment c'est de travailler. Mais sinon, j'avais trouvé une autre chose très intéressante, c'est-à-dire que Camille Saint-Saëns, il n'est pas du Moyen-Âge. Il a fait exactement plus ou moins ce que vous faites. Il s'inspire et il crée une chose nouvelle à partir des éléments qu'il a. Et il ne va pas reconstituer, il ne va pas reproduire la réalité exacte, il va plutôt s'inspirer et faire une chose nouvelle. Et vous faites plus ou moins la même chose avec les trucs artistiques qui ont été produits dans le passé. Camille Saint-Saëns, mais aussi les fresques, si j'ai bien compris, il y a les fresques, les danses macabres. Ouais, mais j'ai pensé, quand vous dites qu'il y a des panneaux, puisque c'était des longues fresques horizontales qui s'est développées comme une longue bande tout au long du mur. Voilà, donc c'est très intéressant ce travail-là, de non seulement retrouver une réalité, mais y créer au-dessus. Et ça, c'est, à mon avis, c'est vraiment la chose qu'il faut faire au niveau artistique avec les documents du passé, parce que je me rends compte en y travaillant tous les jours que c'est pénible. La réalité, elle est toujours très loin. Les documents qu'on a, c'est toujours quelque chose, parfois tellement mystérieux, on n'arrive pas à retrouver comment on dansait à l'époque. Mais surtout dans la danse, parce que dans la musique, ils ont écrit. Exact. Ils ont tout écrit et nous, on a tout perdu, donc on est toujours reparti de zéro. Ouais. Et On n'a que toi, on n'a pas d'écrit, en fait. Est-ce qu'il existe une code de signature chorégraphique comme les notes? Oui, quoi, mais c'est très compliqué à apprendre. C'est deux méthodes. Aujourd'hui, on utilise la méthode Laban et la méthode Bénèche de notation, mais alors, tu les apprends, tu mets 2 ans pour les apprendre, et après, tu écris. Maintenant, on se filme. C'est des outils contemporains, je préfère me filmer. Ou pas, ils datent de quand ces outils? Alors, Laban, c'est 1926 de mémoire et 53 pour Bénèche, mais après, on peut aussi parler de, comment il s'appelle, celui qui était utilisé en Russie et qui est toujours utilisé par Vaganova, j'ai oublié le nom, Stepanov. Ensuite, on a aussi, qui est très connu, qui a permis de remonter des pièces
du répertoire classique et qui ont été retraduits en laban. Celui qui était parti en Russie, qui était aussi chorégraphe, comment il s'appelait Gilles Perrault ou Arthur Saint-Léon? Non, pas Gilles Perrault. Arthur Saint-Léon Ni Arthur Saint-Léon. C'est... j'ai oublié son nom. Il a créé un système d'écriture assez linéaire. Hein. C'est proche de aussi Comté. C'est un peu pareil. C'est dans les mêmes esprits que Comté. Parce qu'il y a à peu près 300 et environ 300 systèmes de notation du mouvement. Globalement, les 4 les plus connus sont du XXe siècle, donc Comté, Bénèche, Laban et Eshkol Varma, j'ai oublié le deuxième nom. Et donc ces 4 systèmes sont les plus connus, mais 2 sont essentiellement utilisés, comme a très bien dit Eugénie, c'est Bénèche et Laban. Mais c'est très récent finalement, c'est pas du Moyen-Âge. Voilà. C'est ça, le truc. Alors le Moyen-Âge, il reste des Toit Noirbeau. Ouais. Toit Noirbeau, mais c'est uniquement les pas. Et après, il faut arriver à la période baroque avec, comment il s'appelle, en pile à 1700, comment il s'appelle, Feuillet. Du moins Beauchamp, pardon, on va dire Beauchamp-Feuillet pour être honnête. Voilà. Mais après, aujourd'hui, les chorégraphes utilisent beaucoup la vidéo. Le problème de la vidéo, c'est qu'elle passe par l'interprète. Ouais. Donc finalement, on n'a pas le mouvement pur puisqu'elle a déjà été transformée par l'interprète qui est filmé. Ouais. Donc c'est pour ça que Angelin Prête-Joca, j'utilise les notations parce qu'il a le mouvement pur tel qu'il est à l'origine, sans passer par l'interprétation. Et parce qu'il peut financièrement aussi avoir Oui, une oui. notatrice à plein temps. Il utilise quoi comme technique du coup? Lui, c'est Laban ou Bénèche? C'est Bénèche. En tout cas, ce qui est super sur cette expérience, c'est qu'on a pu bénéficier du soutien à l'écriture du Centre national du cinéma. On a pu aussi avoir l'aide au développement, ce qui nous permet aussi de travailler... De la région sud. Ça, du cinéma, mais Ah après oui. on a eu la région sud aussi pour le développement, ce qui nous permet aussi, parce que c'est comme on disait, ce sont des projets littérature, cinéma, spectacle vivant, innovation, et ça implique des coûts aussi de tests et de gestion de matériel, de nouveaux matériels, de plein de choses. Donc tu vas rebondir sûrement, Vincent. Absolument Sur aucune la recherche. intention de rebondir sur le matériel. Non, pas sur le matériel, mais sur la recherche et développement. C'est sûr, au niveau de l'innovation, voilà, on a besoin d'être accompagné aussi pour explorer, parce que ce sont des choses nouvelles, voilà. Et... Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on se laisse aller librement, on n'en sort pas de cette recherche, parce qu'au niveau informatique, c'est vraiment... la moindre chose peut prendre, comme je dis, 2 minutes plus moins 2 ans, quoi. C'est-à-dire, on ne s'est jamais trop estimé. Et du coup, on va essayer d'abord ce que je disais, de retirer les incertitudes. De tous les points où on ne sait pas, même s'il n'y a aucune réalisation derrière, on va juste en faire des petits prototypes pour réduire ce temps d'exploration. Voilà. Et après, oui, le petite note, arrêtez d'acheter des bitcoins, qu'on puisse récupérer des cartes graphiques pour faire des spectacles pour les gens. Aujourd'hui, on ne peut plus trouver une carte graphique correcte à acheter parce que les gens l'utilisent pour miner des bitcoins. S'il vous plaît. Le message est passé. Et Voilà. merci aussi à l'Entrepont, surtout, parce que ça nous permet vraiment d'avancer sur toute la partie chorégraphique, musique. Voilà. Donc, Et un grand merci. d'ailleurs, c'est pas compliqué pour vous là. Bon, après c'est le départ, mais tout à l'heure ça a été abordé rapidement, de passer du parallèle vivant et à projeter déjà dans l'imaginaire, dans quelque chose déjà de plus virtualisé ou de là, tant que vous êtes Moi, là, je suis vraiment focalisée sur la matière chorégraphique. Julie a plus ce regard, moi, donc je me elle prends filme bien la tout, tête, là, dans ma et elle, tête, elle se hein. projette. Je la laisse plus ça, puis après, ensemble, on remettra ça sur la table et on en parlera C'est ça, ensemble. mais c'est vraiment les contraintes de filmer un projet immersif à 360 degrés. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que... Et c'est génial, et en même temps c'est compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes temporalités, on n'a pas les mêmes fonctionnements, mais de pouvoir travailler le vivant ici, avec la compagnie de Julien Andrin, travailler sur le corps, avec Clément aussi, la musique, etc. C'est premier de la création, quoi. Après notre écriture bien sûr sur le projet, mais dans un second temps il va falloir donc tout storyboarder sur chaque écran, avec les studios Small aussi qui nous accompagnent. Pour faire des effets spéciaux,
parce que du coup on veut des visions de haut, filmer de façon zénitale. On veut pas filmer avec une caméra 360 degrés, on veut vraiment faire un montage. Donc il faut voir aussi comment on filme. Est-ce qu'on met 3 caméras sur fond, est-ce qu'on filme les danseurs sur fond vert, en même temps ils vont flotter. On a besoin qu'ils soient ancrés dans l'espace et qu'ils puissent aussi être ancrés dans un décor. Donc voilà, est-ce qu'on va mettre les danseurs sur de la terre, toutes ces questions-là, oui, c'est des choses qu'il faut explorer en amont et qu'on puisse aussi évaluer pour ensuite faire un tournage. Voilà, puis on a aussi des partenaires aussi, parce que du coup là on a les 5 danseurs solistes, et puis après on a... Oui, normalement on devrait faire le tournage avec les danseurs du ballet d'Avignon et de Metz réunis, donc ce qui nous ferait une 20aine de danseurs. Donc voilà. Et vous serez plus là, Cyril, Joséphine, pour... Si, plus ou moins. Hein. On ne sait pas si on les filme ensemble ou pas à certains moments, ça aussi. Voilà, parce qu'on a vraiment tous les corps dansants, les 20 danseurs qui vont être démultipliés, puisqu'en fait, il nous en faut peut-être 300, quoi, en vrai, dans l'image, quoi. Et en fait, les personnes avec qui on travaille, les danseurs les interprètes avec lesquels on travaille en ce moment, ce sont vraiment ce que j'appelle les solistes, je sais pas si ça se dit comme ça en fait, mais c'est les interprètes titres, quoi, et qui vont justement amener le mouvement dans l'image, et vont amener aussi la narration. Donc oui, ils seront là, mais peut-être on va pas filmer tout le monde en même temps parce que c'est pas les mêmes contraintes de captation. Et voilà, donc du coup... on va sûrement découper différemment. Mais c'est difficile aussi pour eux, pour les 5 solistes, d'imaginer qu'autour d'eux, il y aura du monde, qu'il y aura des gens qui vont les regarder, qui vont se moquer dans l'image, Donc ça aussi, c'est quelque chose de particulier qu'on leur dit assez fréquemment. On leur fait une piqûre de rappel, on dit là, vous aurez du monde autour, regardez, il y a un regard pour eux. Voilà, ça fait partie aussi des contraintes nouvelles pour un danseur qui n'est pas habitué à ce travail-là. Mais surtout quand le premier jour, moi je suis arrivée, on était juste toutes les 3, donc moi j'étais toute seule au plateau, on va dire, et du coup c'est plutôt une boîte noire, donc voilà, le premier jour toute seule, on me dit non mais il faut imaginer qu'il y a plein de gens autour de toi, alors que bah voilà, t'es toute seule et dans le noir, quoi. Mais, du coup ça aide vachement, ça aide, quoi, du coup ça fait des appuis. Ouais, c'est sûr. Pour la contagion, c'est difficile aussi. Voilà, il faut de l'imagination. Ouais. Quand tu es tout seul, il faut vraiment... Et ça, c'est vraiment le travail, je dis pas d'un comédien, mais acteur presque. Mais nous, danseurs, on est vraiment habitués à faire corps avec d'autres personnes en présentiel. Et la notion d'anticiper une présence... Alors oui, bien sûr, on peut parler le solo de la sorcière avec Marie Wigman qui voit plusieurs personnes autour d'elle quand elle danse. Et le danseur est conscient de ce qu'il y a autour de lui. Mais là, c'est pas pareil. Il faut vraiment les concrétiser autour de soi. Et ça vient pas forcément spontanément. Faut y penser. Voilà, mais après, on se raccroche à ce qu'on voit. On se raccroche à ce qu'on entend, on se raccroche aux autres interprètes, puis à la partition plus ou moins qu'on est ancien d'écrire, parce que si on perd l'instant, si nous on imagine trop de choses qui sont de l'ordre, je veux dire, c'est pas, on laisse les choses se faire au temps. C'est-à-dire, là, actuellement, on est dans un temps de découverte et de création spontanée où on découvre. Et je pense on peut pas brûler les étapes. Si jamais on commence à anticiper quelque chose, on fait plutôt confiance au regard extérieur. Voilà. Pour la parenthèse, c'est Arthur Saint-Léon, le notateur. Voilà. Je voudrais rebondir sur votre discussion qui est... J'aurais presque tendance à dire que au début, il faudrait presque que les danseurs soient le plus maladroits possible, le moins chorégraphique possible. Au début de l'interaction, tu parles? Oui. Si tu veux inviter les spectateurs qui ne savent pas danser à danser devant d'autres spectateurs qui ne danseront pas et les regarderont, il faut que leur modèle soit soumis à bien pire qu'avant. C'est vrai? Mais c'est dur si c'est par exemple les personnes, par exemple, si je prends le rôle de mon personnage, le moment de l'interaction, il arrivera après un épuisement dans le temps de plusieurs semaines. Donc du coup, si je leur propose une danse, si je veux à la fois rester dans mon personnage et dans le temps dans lequel il est, je ne vois pas bien ce que je pourrais leur proposer
de sensé ou de... Enfin, c'est ça qui la Ouais, difficulté sur- avec si c'est les sur la canvas, chute, c'est ou- rester avec ton mouvement ouais. que tu as développé pendant tout ce temps et à la fois pouvoir transmettre quelque chose de clair dans le corps, alors qu'on est sur une notion, pour moi, d'épuisement, de complètement déstructuré, retourné. Alors, Si ce n'est qu'Anne-Lynn, là, le plaisir que peut avoir le spectateur, c'est de danser avec Anne-Lynn. Donc là, tu vas Ouais. avoir une autre contrainte, oui, c'est pas etc. reproduire Anne-Lynn. Ouais. Et que pour rebondir avec Vincent, je suis d'accord avec toi, Vincent, du coup le mouvement doit être pas trop effrayant pour le spectateur, mais je pense que c'est gagné aussi si on invite le spectateur à projeter son mouvement petit à petit, quand on l'a mis en confiance, à aller dans un geste un peu chorégraphique, mais par erreur, sans vouloir le faire. On cherche pas la performance, mais si on arrive à l'y amener par hasard, ce sera vraiment pas trop par hasard, on verrait, mais si on y arrive, et ben ça... Carrément, est-ce que vous pourriez commencer à bouger votre main tout doucement? Maladroit, c'est difficile d'être dansant et maladroit, mais peut-être petit et très simple, très très simple, jusqu'à ce que ça grandisse par mimétisme. Ouais, On peut les mener. C'est très dur aussi de reproduire la maladresse, finalement. c'est C'est peut-être pire, en fait. Non, je pense que ce soit basique. Ouais. Mais la musique, elle aide. Hein. C'est Ah vrai, ouais, là aujourd'hui on complètement. l'avait pas, du coup on n'a pas pu faire de canevas. Je Mais, renonce. la musique, ouais, elle aide. Bah, elle est, J'avance bien elle dessus. pulse bien. Ouais. Voilà, et puis en termes de sortie, alors c'est Oui. toujours un peu délicat de savoir quand est-ce que ça va sortir très précisément, parce que c'est des longs projets, on est à la première étape, du coup on est dans un élan déchaîné. Engraine tellement de Voilà, pas mal de... spécificités que Exactement. vous êtes au dépend de tout à chaque fois. Donc normalement on est en développement jusqu'en octobre, après on devrait passer en production à partir de 2022, et on espère pouvoir avoir un projet fini en juillet 2022. Ce qui est déjà très ambitieux. C'est clair. Comme ça a l'air très ambitieux. Mais le problème, c'est que dans ces projets-là, si on met pas un peu des dates, Ah oui, c'est le problème. Spectacle vivant, on a une date. Faut commencer par être ambitieux pour finir à l'heure. voilà, c'est ça. C'est vrai que dans le spectacle vivant, on a une date, on booste pour y arriver. On n'a pas le choix, de toute façon. C'est ça. Là, le fait de ne pas avoir de date, ça peut traîner. J'ai pas envie de voir le truc en 2028, quoi. C'est vrai, j'accélère un peu tout le monde, mais bon, c'est sûr, ça peut toujours être plus parfait, hein, toujours. Mais à ce moment-là, on fait jamais rien. En tout cas, nous, en spectacle vivant, il y a un moment, il faut se lancer, il faut y aller. Oui, quoi. et puis même au-delà de ça, en fait, ce sont des formes, comme disait Vincent tout à l'heure, qui sont nouvelles. Le public n'a pas l'habitude d'aller dans ces directions-là, et les programmateurs non plus. Ouais. Du coup, décider aussi de construire aussi un parcours de distribution pour un projet comme celui-ci, c'est respecter un calendrier. Et que du coup, à un moment donné, si on a le spectacle ou l'installation qui est programmée, il faut qu'on puisse être prêt, quoi. Après, je sais que dans le réel, ils sont toujours prêts, mais on passe des nuits blanches à discuter, pas à discuter d'ailleurs, à travailler. C'est d'ailleurs pas moi d'ailleurs, surtout Vincent et Nicolas qui passent des nuits blanches à essayer de coder et trouver des solutions. Et c'est vrai que t'as quand même une joie. J'ai souvenir sur les précédents projets où tu pleures tu pleures pas de joie, mais quand ça marche. Ouais. T'es ému, quoi, en fait. T'es ému, mais tu parles même plus parce que tu dis T'es gaga. mais ça marche, quoi. T'as un petit côté, un petit cœur qui bat et tout ça. Imagine tout à fait le musicien qui appuie sur son piano. Après, en même temps, je comprends tellement, c'est-à-dire que quand on fait, même là, dans les premiers allers-retours qu'on fait, à chaque fois que je termine quelque chose, je le termine en prenant toujours plein de précautions, en disant, ouais, bon, je l'ai terminé comme ça, mais attention, hein, ça peut bouger, parce que si tu as besoin d'un petit peu plus avant, un peu plus après, ou si tu préfères un truc plus grave ou un truc plus aigu, je peux le faire comme ci ou comme ça. Donc, je mets les choses, et puis en laissant libre cours. Et du coup, on continue de faire des allers-retours, et en fait, finalement, on est toujours en train de prendre du retard, mais parce que, en fait, la forme même de se donner des libertés d'échange, font que ce retard se prend, mais en toute bienveillance, en fait. C'est-à-dire que on prend du retard par le fait de travailler plus. Mais et ça vient aussi de l'intérieur, on n'est pas en train de se dire qu'on perd du temps, en fait. On se dit juste qu'on est en train d'aménager les choses.
Et ça se construit. Pour le bien de l'objet final. Mais... Oui, puis toi, tu es arrivé déjà avec une proposition, du coup, dont on s'approprie. Génie, elle vient aussi avec ses idées, moi avec mes contraintes techniques aussi, toi aussi, Illumine a bossé sur un dispositif qu'ils ont préparé, mais en fait, tout va bouger. Et c'est vrai que ce temps de résidence, c'est l'occasion de fusionner tous nos travaux individuels et de voir un peu comment on va pouvoir agencer tout ça. Mais c'est vrai que c'est hyper dur de dire, là c'est fini. Là je pense que c'est fini. Ouais. Là je suis sûre de moi, c'est la dernière chose. Je pense Non, je pense qu'à un moment donné, voilà, c'est pour ça qu'une date aussi, ça permet Oui, de se ça, dire... c'est peut-être pas le but d'être parfait, tu vois, tu disais, on peut toujours faire plus parfait, mais Le mieux, c'est peut-être pas... De quoi? Pardon. Je suis non. Après, à partir du moment où on filme et où on prend ça dans une boîte et qu'on peut plus y toucher, effectivement, je comprends aussi qu'il faut que ça atteigne un certain degré de perfection. C'est pas comme le spectacle vivant où ça peut bouger d'un spectacle à l'autre. Là, ce sera en boîte et ce sera pour toujours. Donc c'est ça aussi qui peut être un peu stressant pour... Oh, c'est joli ça. Non, c'est un... Il y a du vin et de la bière. Tu peux reproduire ce bruit dans très mon joli verre son avec bien ça. Je suis pas sûr d'avoir bien Une perçu. deuxième et... Oh, avec tout son Désolé, cœur. Eugénie. Là, on va partir un moment de tranquillité avec Alors, c'est comment tu dis que ça s'appelle ASMR, un truc du genre. Bon, en tout cas, ce sera vraiment qu'une étape de travail qu'on va présenter, fait exprès. Hein. Je m'arrête, Eugénie. Merci. Non, voilà, oui, c'est juste pour dire qu'on n'aura pas du tout un produit fini, évidemment, puisque le résultat final n'aura rien à voir à ce qu'on peut montrer ici. Là, à la sortie de résidence. Oui, à la sortie de résidence. Donc, ce Ouais. sera vraiment une explication, une présentation du projet, de chaque tableau, en expliquant dans quel contexte ce sera, ce que ça raconte, pour que les professionnels puissent voir à quoi ça ressemblera et comprendre un peu, parce que c'est pas si facile à concevoir. Ouais. Voilà, il faut donner des images, il faut vraiment expliquer, montrer quelques photos, et puis qu'ils voient un peu en vrai. Puis pour les se donner une interactions idée. aussi, qui c'est une petite idée. Mais d'ailleurs, même pour vendre le produit, ça peut être un moyen de tâter le terrain en espérant que quelques programmateurs écoutent. Mais c'est pas un produit évident à vendre non plus par rapport aux formes conventionnelles. C'est une toute autre économie en fait que le spectacle vivant, puisqu'en fait le spectacle vivant, vous pouvez faire entrer 500 personnes pour aller voir une pièce, une photographie. On pouvait avant le Covid. Et en fait, là, on est sur une autre économie, puisque c'est 20 spectateurs qui vont rentrer toutes les 20 minutes. Donc, ce sont des installations qui s'installent de façon pérenne. Il faut compter au minimum 3 semaines, je pense, pour que ce soit intéressant. Et puis, pour que, voilà, il y ait du passage, que ça ait un sens, quoi. C'est pas quelque chose qu'on installe une fois. Donc, ça veut dire trouver un lieu qui serait susceptible, justement, d'organiser ce passage. Ça demande une gestion aussi, avec de la médiation. Mais en tout cas dans ce qu'on a pu explorer sur les précédents projets, c'est génial parce qu'on va vraiment à la rencontre de nouveaux publics qui viendraient peut-être pas au spectacle et voilà, des publics plus jeunes aussi parfois qui viennent aussi découvrir de nouvelles formes. Je sais que c'est rigolo parce qu'on a sur le précédent projet donc qui était autour de Boris Vian, on avait des personnes qui avaient lu le roman et qui venaient en se disant mais qu'est-ce qu'ils en ont fait, c'est bizarre leur truc, et puis d'autres qui venaient parce qu'ils n'avaient pas lu Boris Vian mais qui venaient parce que c'est quoi, c'est un dispositif interactif, ça ressemble au jeu vidéo. Et du coup, la rencontre de ces deux mondes, c'était plutôt génial puisque ça rebondissait de façon assez ludique. Où ils disaient mais pourquoi il y a une anguille ? Ah mais parce que c'est dans le roman, tu l'as pas lu, et du coup il se passait quelque chose d'assez effervescent quoi. Et je trouve que c'est plutôt sympa quoi. Moi, j'ai Après, adoré les jeunes publics dans les sorties de résidence du précédent projet parce que ils ont pas les codes. Et c'est arrangeant parce que les codes, on est en train de les inventer en fait. Il n'y a pas les codes pour ce domaine-là. Le cinéma a ses codes, la peinture a ses codes, la musique a ses codes, la danse a ses codes. Mais l'interaction, réalité mixte, non. Du coup, les gamins, ils ont pas les codes et ça les dérange pas parce qu'ils en ont aucun pour rien. Et ils ont du coup une liberté de mouvement et d'action qui est géniale, sauf quand ils tapent un peu trop fort sur le dispositif. Mais à chaque fois qu'on fait passer un groupe de jeunes, d'abord ça s'amuse, ensuite ça interagit beaucoup, et en sortant ils me disent j'ai trop eu envie de faire ça. Et là, ils me sortent une idée géniale que s'ils me l'avaient dit 2 mois plus tôt, j'aurais été trop content de pouvoir l'implémenter. Ils m'en sortent. Et à chaque fois que je fais partir un groupe de jeunes dans le dispositif, je ressors avec une nouvelle idée géniale, gratuite. C'est fabuleux. Cette puissance génératrice là, elle est
J'aime bien. Même je trouve que ça pourrait être très intéressant aussi pour les historiens. Voilà. Personnellement, je trouve que ça c'est vraiment intéressant. Les reconstitutions, c'est toujours un travail, moi je disais un peu périlleux, problématique, parce que voilà, personnellement j'ai du mal à retrouver la réalité. Par contre, faire un travail de création à partir de ce qui nous reste du passé, c'est que je trouve vraiment très intéressant. C'est que d'ailleurs, de manière inévitable, tout historien doit faire, parce que avec les passés, on n'a pas toujours tout, et de manière inconsciente, un historien, parfois il arrive aussi à inventer des choses qui n'étaient pas là. Et voilà, donc bien sûr, dans un travail scientifique, il faut faire attention. Mais dans un travail créatif, et là c'est les cadres, et ça c'est vraiment l'endroit où il faut faire. Voilà, donc l'historien, avec son imagination, il essaie de recouper des fragments du passé qui lui sont arrivés, de reconstituer la mosaïque et de rendre vivants tous ces squelettes qui sont restés là et tous ces bribes des tissus qui n'ont plus de mouvement. Voilà, il essaie de donner de la vie, et pour faire cela de manière inconsciente, il a son imagination. Mais là, c'est extraordinaire quand l'imagination vraiment peut prendre toute sa place et créer vraiment un... Et là, je trouve... Je n'ai pas encore vu les résultats finaux, mais je trouve que c'est vraiment merveilleux quand il y a un cadre comme ça où il n'y a pas simplement le but de la reconstitution, il y a vraiment un but de créer, et créer une chose comme ça avec les instruments d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a actuellement, et vraiment c'est merveilleux, je trouve. Chose très nouvelle. Oui. Ouais. C'est de nouvelles, rendre toujours nouvelles les choses anciennes, et c'est merveilleux. C'est ça, hein, à s'appuyer sur nos mémoires collectives et de voir comment elles peuvent trouver écho dans notre monde contemporain, savoir comment on habite le monde. Et puis même, il y a un parallèle entre ces danses perdues et ces codes qu'on n'a pas encore inventés. Ouais. C'est comme si... je vais faire un parallèle génial entre l'histoire et la viande. La viande fraîche, l'homme n'est pas fait pour la manger. La viande faisandée, trop faisandée, il n'est pas fait pour la manger. Il faut la laisser attendre un certain temps. C'est pareil pour les événements, on dirait. Aujourd'hui, on ne sait pas encore ce qu'on écrit. Ouais. Peut-être dans 20 ans, les gens pourront nous expliquer ce qu'on a fait, mais aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on fait. Et de la même manière, on ne sait plus ce qui a été fait à l'époque du Moyen-Âge, c'est trop vieux. Il y a juste une espèce d'entre-deux où on arrive à peaufiner les choses et à en écrire un récit qui puisse éventuellement coller à la réalité. Je sais pas. Mais c'est marrant. Moi j'adore cette idée que, et c'est ça me fait, je suis épaté par le boulot et la position qu'ont Julie et Eugénie, parce que tout part dans tous les sens, on ne sait absolument pas où ça va, pourtant il y a des dates, il y a de la production, il y a à expliquer à des gens des choses qu'on ne sait même pas nous-mêmes, et en permanence vous devez tenir ce maelstrom vous devez le guider, quoi. Vous ne savez même pas où sont les fils, donc je ne sais même pas comment vous faites. En fait, on a confiance en vous, surtout. Ça vous demande beaucoup. Ouais, bon, ouais, puis il y a un moment où tu ramènes les moutons à la bergerie, tu dis, bon, on va aller par là, tu sais quoi. Oui, après, je trouve aussi très intéressant l'intérêt pour, vous avez dit, l'organique. Ouais. Actuellement, il y a une mouvance de l'histoire qui s'appelle l'histoire culturelle et l'autre l'anthropologie historique, qui sont assez proches, et qui donc permettent de revoir les choses plutôt dans un contexte culturel. Et il y a aussi à côté l'histoire des émotions, donc la perception de la chose de l'écorce, mais ça peut être aussi l'histoire, comment l'émotion est conçue dans une culture donnée. Là, on ne va pas faire du travail historique puisque vous êtes artiste, mais c'est très intéressant aussi comme dans l'histoire, on travaille non seulement comment a été perçu par la culture une telle danse, vous avez dit du regard des autres, voilà, du regard aussi du maire qu'il a dû mettre, voilà, donc il y a un contexte social dans lequel la danse s'insère, il y a aussi un contexte émotif, organique, comment les corps ressentent la danse, comment les corps perçoivent la danse. Et en même temps, les historiens, maintenant, j'essaie de faire ça. Comme au Moyen-Âge, par exemple, on ressentait les pleurs, les larmes, voilà. Et après, plutôt votre période, c'est le début de l'époque moderne, voilà, donc 15e siècle et 16e siècle. Donc là, c'est toujours plus ou moins très intéressant de travailler sur les émotions, toujours la perception. Il y a déjà des gens qui font ça. Et c'est magnifique et comment maintenant, je trouve, les travaux historiques et les travaux artistiques peuvent aller même assez ensemble. Et c'est merveilleux. Ouais, c'est intéressant d'avoir ton retour aussi sur ton retour plus scientifique, puisque toi, c'est vraiment le sujet
C'était ta thèse, c'est Oui, ça c'est que mon tu fais mémoire. Je Ton suis mémoire. encore la thèse, oui. D'accord, ok. Non, mais c'est intéressant. Au fond, les historiens et les artistes travaillent tous les deux sur des fictions. Oui, et après, voilà, après l'historien, voilà, comme je disais, il peut avoir le désir de mettre son imagination, mais parfois il faut la retenir. À tel point que c'est même intéressant, il y a un historien qui m'a dit, mais avant je faisais pour moi des petits romans, des petits trucs, et j'écrivais des nouvelles, etc. Après j'ai découvert que la réalité elle était encore plus intéressante que la fiction. Voilà, parce que ça demande un travail encore plus intellectuel, encore plus difficile. Ouais, mais Voilà. il y a une phrase, je me rappelle, qui m'avait fait écho, où c'était marqué, je me rappelle, parce que je l'ai découverte en descendant des escalators, donc j'ai l'impression que la phrase, elle sort comme ça, dans la réalité, écrit en gros, où il y avait marqué « l'artiste est menteur, l'art est la vérité ». Et je trouvais que c'était génial, ça répondait à tout, parce que des fois on cherche l'illusion en inventant des histoires, etc., et que finalement, par hasard, des fois, tu tombes sur du juste. Peut-être pas tout le temps, mais en tout cas, dans la pensée, voilà, il y a des choses qui font écho sur des réalités, quoi. Oui. Oui, puis je réfléchis en même temps, mais c'est vrai que ça peut complètement même nourrir le travail scientifique finalement, Oui. que de travailler par exemple, tu vois, dans ces questions d'émotion que toi tu questionnes. Oui. Moi, voilà. Là, le côté artistique que vous fournissez et même la manière dont vous pouvez remplir certains trous, peut-être qui peuvent apparaître dans le récit ou même dans les faits que vous avez récoltés. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas, en tout cas, je suis pas Eugénie, mais moi, je suis pas assez calée, en fait, hein, quand même, faut se le dire, scientifiquement parlant, quoi. Tu vois, moi, je me suis inspirée de Chacun a ses domaines. Voilà, non, mais normal. c'est ça, mais c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'avoir ces retours-là. Moi, c'est vrai que j'ai pris des choses qui me semblaient intéressantes, qui m'ont frappée. Voilà, j'ai regardé des textes, justement, où comment on mettait les gens qui avaient la peste avec des grosses cloches, en fait, qui se baladaient, etc., dans l'espace, parce qu'on annonçait, attention, je suis malade, et comment, voilà, et que tout d'un coup, c'est Corfou, voir comment on gérait les épidémies, etc., et comment organiser tout ça. Mais voilà, moi, quand j'ai vu les estrades, et cette idée où il y avait le monde, où il y avait donc ces petits récits liturgiques, où tu avais aussi des mondes, le monde céleste, le monde des vivants et le monde des morts qui sortaient tous ensemble sur l'estrade. C'est peut-être mon fantasme, hein, c'est peut-être pas vraiment arrivé là-dessus. Mais du coup, c'est vrai que la première chose, quand je suis allée voir Nicolas et Vincent sur les interactions, je leur disais, en fait, cette structure-là, moi, j'aimerais que ce soit une grande estrade et que le public, en fait, soit invité à monter sur cette estrade en souvenir de tout ça. Et en fait, au départ, on était parti sur cette estrade, mais ça pose tellement de contraintes techniques qu'on essaie d'imaginer maintenant comment cette estrade, peut-être, ce serait une sorte de tapis, risque de choquer les plus grands puristes, mais que ce soit des LED, en fait, un tapis de sol de LED, et que du coup, ces LED pourraient aussi accompagner le mouvement des spectateurs, parce que c'est pas forcément simple d'être voilà, Tu peux nous la refaire en version disco, finalement. De suite à ça. non, mais pas LED Saturday Night Fever, quoi. Un truc plus mignon. Voilà, pas des Non, on grosses a pensé à dalles ça, colorées, voilà, etc. Au contraire, des petites LED comme ça, voilà, qui pourraient accompagner. Mais c'est vrai que du coup, c'est une façon de se réapproprier d'une certaine façon, peut-être parfois un petit peu de façon audacieuse, mais de se réapproprier des images voilà, qui font... Voilà, je suis sûr que pas tous les drames liturgiques étaient sur des estrades, et très probablement, si c'était dans cela, voilà, je n'ai pas approfondi les sujets, moi, là, je suis très dans le mémoire, mais dans tous les cas, je suis sûr, mais peut-être il avait aussi, pas tout le jour, mais parfois aussi, mais voilà, un artiste, après, il est libre de s'inspirer, et quand il est dans cette liberté créative... Il ouvre des champs, en plus, dans tous les cas. Oui, chacun va avec son goût, va avec ses talents, et va avec... Un artiste n'a pas le même talent qu'un historien, ça c'est normal. Et je trouve quand même très intéressante aussi cette idée de l'estrade, pourquoi pas. Après, voilà, c'est moi, dans mon point de vue, je sais pas, je dois approfondir, mais peut-être oui, il y avait des estrades, peut-être, je sais pas. Je suis sûr pour certains cas, c'était fait aussi des drames, dans certains cas, c'était fait aussi dans des milieux monastiques. Donc, c'était plutôt dans des endroits monastiques et c'était fait pour les moines entre eux. C'est possible qu'ils faisaient un peu des décors, etc. C'est possible qu'ils ne les faisaient pas. Voilà, donc ça dépend aussi. L'estrade, ça fait aussi notion publique. Alors que si c'est tous les monastères, entre bonnes sœurs ou autres frères qui s'amusent,
voilà, pour les jours de Noël, pour faire vraiment un jour des fêtes, on va faire les drames liturgiques sur la naissance de Jésus. Là, il n'a pas besoin de mettre l'estrade et sans peu. Voilà. Mais en tous les cas, c'est génial. Moi, j'adore, c'est le fait qu'on soit obligé de se poser plein de questions, de poser des hypothèses, de tester cette hypothèse, de valider ces hypothèses, d'en déduire d'autres choses et ensuite de se poser les questions suivantes. Ce qui est marrant, c'est que c'est ça l'attitude, la méthode scientifique. La science, c'est pas une somme de savoir, ça c'est de l'instruction. La science, c'est une approche. Et je trouve que la façon dont on se comporte, je me permets de dire ça parce que j'ai fait une thèse avant, donc je vais quitter le domaine de la recherche pour revenir m'amuser chez les artistes. Excuse-moi, Julie. On peut s'amuser, voilà. C'est pas de problème. J'ai pas l'impression de faire un travail moins noble ou moins méthodique ou moins structuré aujourd'hui. Ce sont des domaines qui ont tous les deux... appliqués à autre chose. Oui, ce sont tous les deux valables, ils ont leur champ et c'est beau quand chacun déploie ses énergies dans ce qui est la discipline. Et je suis complètement Ils ont beaucoup à s'apporter. Hein, exactement aussi. Ce que je veux dire, voilà, qu'ils peuvent être en parallèle, mais parallèle, ça ne signifie pas mettre un mur entre les deux. Absolument pas. On le voit bien avec les systèmes de notation du mouvement. Il y a de fait un lien direct avec la science. Donc, puisqu'il faut calculer la notion de temps, d'espace, après chacun change les mots en fonction des systèmes, mais pour prendre la banc, poids, flux. C'est une modélisation en fait. Exactement. C'est ça. Et après, c'est normal, nous sommes aussi nous-mêmes un être humain avec plusieurs choses dans notre esprit, dans notre culture qui n'est pas monochromatique. Et voilà, donc c'est aussi bien de garder cette multiplicité de voix dans notre façon de penser, dans notre façon de voir, dans notre façon de vivre, dans notre façon de construire les choses. Je trouve, et d'utiliser ces temps-là pour croiser un peu nos regards. Je peux la noter? C'est la phrase de la fin. C'était un peu une phrase qui annonçait doucement. Mais oui, parce que il n'y a plus beaucoup de rosé. Il n'y a plus beaucoup de rosé. Il s'est évaporé. C'est comme ça, tout seul. Moi, je pense qu'il faut tester l'hypothèse. Il reste quand même la moitié de la bouteille. Moi, je vous propose qu'on se stoppe un peu là. Et merci beaucoup. Merci. Donc, les filles, ça vous tenait à cœur. Production de Cheeky Boom, c'est le moment de le dire à fond, quoi. Vous l'avez pas dit à l'autre. Bah oui, en fait, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est vraiment plusieurs entités en fait qui se réunissent pour parler, pour écrire ce projet. Ouais. Donc, comme vous dites, on est nous toutes les deux autrices avec Eugénie. Mais en fait, ce sont des projets qui impliquent aussi toute une production cinéma, donc on a besoin d'avoir des partenaires. Donc il y a Sarah Arnaud, Cheeky Boom Productions qui nous accompagne avec Small Studio, et bien sûr il y a aussi donc tout notre parcours de productrice de spectacles vivants, puisque du coup ce sont aussi ça qui va, parce que du coup Eugénie amène aussi tout son réseau de danseurs et aussi avec le ballet, et puis aussi moi avec qui fait des mises en scène de spectacles. Voilà, donc c'est comme ça qu'on est plusieurs. Mais voilà, c'est donc Sarah Arnaud, Cheeky Boom Productions qui porte le projet. Ok. Ben, merci beaucoup à vous. Jusqu'à présent, a fait un excellent travail. Il faut le reconnaître. Ah. Voilà. Ok, ben, merci beaucoup. Et nous, on se voit vendredi, mais quand ça sera entendu, ça sera déjà passé. Du coup, hâte de voir ça vendredi. Et on croise les doigts pour juillet 2022. Que l'ambition arrive bim pile à temps. Merci à tous. Merci Alessandro. Merci à vous. Aussi d'être venu. Et 19h13, ça va pas du tout là. Bah oui, c'est fait un mot pour un faire un petit mot avec un petit tampon là. Ah oui. Comment on va faire? Non, on a des attestations. On va finir on la a des bouteille, attestations. on verra après. On remerciera Sarah de Cheeky Boom pour les attestations. Merci beaucoup. Ça donne chaud. Et là, tu appuies sur record. Non, c'était avant.